Bonjour, moi c'est Karine Joly. Et moi, c'est Greg Crozier, on est champion du monde de parachutisme artistique. J'ai 12 records du monde. Et 10 pour moi, parce que Karine a 2 records du monde féminins en plus. Alors moi, mon parcours dans le parachutisme, moi j'ai commencé à 16 ans, donc j'ai 27 ans de parachutisme, et je viens juste de faire mon 10 millième saut. Donc ouais, il m'a fallu 27 ans pour faire 10 000 sauts. Et comment je suis tombé là-dedans? Moi, c'est grâce aux films hollywoodiens. Il y a eu toute une série de films quand j'étais ado. Une grosse série, il y a eu évidemment Point Break, tout le monde connaît Point Break, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Terminal Velocity, il y a eu Drop Zone, il y a eu Cutaway, il y a eu... Enfin, vraiment, c'était la compète de qui allait intégrer les scènes les plus folles dans son film de chute libre. Et bah, moi, j'étais ado à ce moment-là, et j'étais émerveillé par ça. Et j'attendais juste d'avoir 16 ans, parce que je m'étais renseigné, il fallait 16 ans. Donc j'attendais juste d'avoir l'âge pour devenir parachutiste. Et moi, j'ai rencontré le parachutisme à 18 ans. C'était un cadeau d'anniversaire de ma famille pour marquer le coup pour mon anniversaire. Et ils étaient loin d'imaginer que ça allait transformer ma vie. Donc suite à ça, j'ai voulu absolument retrouver les sensations de la chute libre. J'ai mis de l'argent de côté, je me suis payé la formation pour apprendre à sauter seule. Et cette année, j'ai fêté mes 21 ans de parachutisme. Alors ensemble avec Greg, on a monté une équipe qui s'appelle Airwax Free Fly. Notre discipline, c'est la chute libre dans les 3 dimensions. Et ensemble, on a gagné une Coupe du Monde en 2012. On a fait vice-champion d'Europe en 2017. On a été 3e au championnat du monde en 2016. Et on a gagné le championnat du monde en 2018 en Australie. On s'est rencontrés avec Karine justement dans un avion. Donc on devient vite pratiquant amateur dans le parachutisme, c'est très bien fait. Donc il y a une formation que tout le monde doit faire de 7-8 sauts pour être indépendant. Et après voilà, on va se diriger vers la discipline qui nous inspire. Donc il y a l'école du vol à plat. Donc dès qu'on est indépendant à voler à 2, on va essayer de voler à 4, à 10. Donc voilà, on va essayer de s'éclater avec ses copains. Et il y a aussi après l'école du vol en 3 dimensions. Donc le free fly, c'est le vol en 3D. Donc pas forcément en compétition comme nous on a pu le faire, mais juste déjà voilà, d'apprendre à voler du coup assis, debout, tête en bas, tourner autour en satellite ou passer au-dessus ou au-dessous des copains. Ça c'est voilà, c'est la liberté, c'est la 3D et ça s'appelle le free fly. Et c'est le vol le plus rigolo. Parce que franchement, c'est vrai que rester à plat quand on a les 3 dimensions, pour moi, c'était pas une option. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que quand tu commences à essayer de sortir de cette position, c'est un peu comme si tu étais sur un taureau mécanique et qu'il y a quelqu'un qui jouait avec le joystick pour essayer de t'éjecter. Donc en fait, c'est vraiment l'éclate pour apprendre à dompter chaque position. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Alors le but c'est de trouver son équilibre dans des postures voilà, qui ne sont pas forcément aérodynamiques. Donc ce qu'on conseille le plus aux gens qui nous posent la question, c'est d'avoir un background qui se rapproche de la gymnastique. Donc si vous êtes gymnaste, si vous savez marcher sur vos mains, là, ça va être relativement facile. Et sinon tous les sports qui sont liés à l'équilibre. Donc les arts martiaux qui incluent l'utilisation des jambes, c'est vachement bien. Sinon la danse, tout ce qui va challenger finalement votre équilibre va vous faire gagner beaucoup de temps pour maîtriser les postures de vol en chute libre. Alors quand on saute en parachute, il y a un cocktail d'émotions qui se met en place. Les premières fois, forcément, on a peur, il faut lutter un petit peu contre cet instinct de survie qui essaye de nous dire « mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas bon ». Et puis, une fois qu'on saute régulièrement, on n'a plus cette adrénaline liée à la peur de mourir, parce qu'on sait qu'on va revenir vivant. Mais on a cette excitation parce qu'il y a toujours cette sensation de liberté incroyable. Au moment où on lâche l'avion, c'est un peu comme si on lâchait tous les dogmes et toutes les interdictions, tous les trucs où il faut rentrer dans les cases. Là, c'est vraiment la liberté absolue. Et on est hors... on n'est pas attrapable pendant ces 50 secondes de chute libre. C'est génial. Donc voilà, clairement, ceux qui font de la plongée, je pense qu'ils vont aussi avoir la même référence. Quand on est dans ce fluide, dans cet univers dans lequel on n'est pas censé être, donc que ce soit de l'eau ou de l'air, pendant qu'on évolue là-dedans, on ne pense à rien d'autre, c'est magique. Et moi, alors, je partage aussi ce sentiment de liberté, évidemment, mais j'aime bien aussi dire que pour moi, c'est un moment où on va avoir un peu comme des super pouvoirs. Voilà, pendant ces 50 secondes, 60 secondes, on peut se déplacer très très fort, très très vite, on peut s'arrêter, on peut, comme je le disais tout à l'heure, tourner autour d'une formation ou d'un copain ou passer dessous. Enfin, c'est absolument dingue, on ne peut pas faire ça dans la vraie vie. Donc voilà, pendant quelques secondes, on a des pouvoirs de super-héros qui nous sont prêtés, et ça c'est fou. Alors moi, j'ai appris à sauter seule aux États-Unis, à El Paso.
Et j'ai fait une formation où en fait, je suis directement liée à l'avion, c'est-à-dire qu'il y a une sangle qui est accrochée à mon parachute et à l'avion. Et au moment où je vais lâcher l'avion, ça va se tendre et ça va déplier mon parachute. Mais du coup, pour faire ça, j'étais sur un petit Cessna et du coup, il fallait que je sorte et que je désescalade l'avion. Donc, je me suis retrouvée en fait suspendue au haubans, qui est une petite partie structurelle sous l'aile. Et j'étais pendue comme ça dans l'air avec mes deux bras. Et ça faisait vraiment film de cascade, quoi. C'était juste génial. Et après, il fallait que je lâche l'avion pour partir en chute libre et que la corde se tende pour déployer mon parachute. Et j'avoue que ces premiers pas là dehors, à ouvrir l'avion et à se dire allez, j'y vais, quoi, c'était complètement dingue. En fait, c'est vraiment une lutte constante entre l'excitation du moment, de la situation que tu as envie de vivre et cette peur panique du cerveau qui te dit mais là, tu es en danger de mort, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et de passer ce cap de dire j'y vais quand même parce que j'ai confiance au process et que j'ai répété et j'y vais pas non plus complètement à l'aveugle, hein. Il y a eu beaucoup de répétitions avant. De faire ce pas, de dire j'ai peur mais j'y vais quand même, et en fait derrière ça il se passe des choses extraordinaires. Exactement. Alors moi c'est exactement la même chose, ça s'appelle l'école traditionnelle. Aujourd'hui ça tend à disparaître, c'est la PAC qui a surtout pris le lead maintenant. Donc la PAC, l'avantage c'est qu'on part directement à 4000 mètres, on a un moniteur de chaque côté qui va nous guider en chute libre et un troisième moniteur au sol qui va faire la radio. Nous ce qu'on a fait à l'époque avec Karine, ça coûtait beaucoup moins cher, mais du coup ça faisait beaucoup plus flipper. Alors effectivement, moi j'ai la même chose, un petit Cessna. Alors moi, la configuration était un petit peu différente, on ne pouvait pas attraper le haubans. Encore une fois, c'était la procédure, hein. Ce qu'elle devait faire, c'est pas une idée qui lui traversait pas la tête, c'était vraiment l'apprentissage qui demandait d'attraper le haubans. Nous on ne pouvait pas le faire, il était un peu plus loin le haubans, mais du coup quand la porte s'ouvrait, parce qu'elle s'ouvrait en plus, elle se plaquait contre l'aile, c'était pas une porte qui coulisse. Donc la mise en scène, elle est dingue parce que tu touches à peine la poignée, puis d'un coup, paf, la porte elle vient se plaquer, elle disparaît devant toi. Et d'un coup, il y a la roue de l'avion qui est dans le vide. Et là, il faut aller se placer à la porte en Amazon pour sauter, mais il y a juste la place pour le parachutiste, c'est-à-dire que ton moniteur, il peut même pas te suivre. Donc tu as le pilote, et tu deviens à ce moment-là copilote pendant quelques secondes, tu es tout seul, tu as ton largueur qui est loin derrière toi, qui te tape sur le casque en disant allez bon saut, et tu es tout seul à regarder la roue dans le vide. Donc voilà, c'est hyper impressionnant. On est, comme dit Karine, on est dans un film à ce moment-là. On a l'impression d'être un agent secret, James Bond, je sais pas quoi. On fait évidemment, on a normalement créé beaucoup d'automatismes. On a fait en sorte d'avoir à éviter de réfléchir, d'avoir à éviter de douter. On fait vraiment confiance et au matériel et à cette procédure et à cet apprentissage, et puis on y va, quoi, on se lance. Mais c'est fou, ouais. Quand on pratique le parachutisme sportif, parce que ça reste un sport réglementé, c'est pas souvent les gens voient du base jump souvent sur les réseaux, et ils font l'amalgame avec le parachutisme. Oui, c'est des vols de parachute que les mecs vont utiliser après, mais c'est du base jump, c'est pas un sport, c'est un truc vraiment risqué. Donc nous, c'est très réglementé. À partir de 16 ans, vous pouvez le pratiquer, c'est enregistré au ministère des Sports, c'est un sport. Mais n'empêche que des fois, voilà, on peut se faire un peu peur, et c'est souvent quand justement on sort un peu du cadre. C'est comme quand on fait un petit peu du hors-piste en ski, voilà, là, à ce moment-là, on peut se prendre un arbre dans la tête, forcément, on n'est plus sur la piste. Donc si on se met à dépasser un peu le timing, si normalement on est formé pour sauter à 2 ou à 3 et que d'un coup on s'incruste sur un saut à 5 ou à 6, dès qu'en fait on sort du cadre, comme par hasard, c'est là où on se fait des petites frayeurs. Donc c'est des rappels à l'ordre, souvent ça se passe bien, hein, mais ouais, on peut se faire peur en prenant les mauvaises décisions. Moi, je pense que sur les premiers sauts, quand on apprend à sauter seul, la peur, elle reste un petit peu le temps, je ne sais pas, 20, 30 sauts. Ça dépend de la fréquence à laquelle on saute. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans des situations où on se dit vraiment, là, j'ai froid au ventre, quoi. Mais on a quand même des petits guidis dans le ventre chaque fois qu'on va faire quelque chose de nouveau, comme le premier saut de nuit, par exemple. Ça, c'est des conditions, tous les paramètres changent. Et du coup, c'est des situations où oui, on va retrouver un petit peu de trac avant d'aller faire le saut. Il faut qu'on planifie bien notre truc. Et sur le moment, ouais, on retrouve un petit peu quelque chose. Mais de là à se dire vraiment peur pour sa vie, non. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, sinon ce serait vraiment très risqué. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un sport tout à fait encadré et safe en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le parachute, c'est plus de la cascade, quoi. On a un sac qui est hyper développé dans ce sac à dos qui paraît tout petit. On a une voile principale, une voile de secours, un appareil électronique qui va déclencher notre voile de secours si jamais on venait à tomber dans les pommes, par exemple. Voici
un parachute. Voilà. Donc, eh ben, explique-nous. Alors, toute cette partie-là, c'est la voile principale qu'on va plier nous, à chaque saut. Et la partie du haut, c'est la voile de secours, qui est repliée et examinée par un plieur réparateur qu'on n'a pas le droit de toucher chaque année. Et là-dessous, il y a un petit appareil électronique, on peut le montrer, tac, ici, là, tchac, qui lui va calculer notre vitesse et l'altitude. Et s'il voit que la vitesse n'a pas réduite vers les 300 mètres, il va déployer automatiquement la voile de secours. Donc en fait, c'est vachement safe. Donc, vous avez tout ça dans le dos. C'est pour ça qu'il faut être à plat ventre à la fin du saut, même si on fait de la tête en bas, de la tête en haut, n'importe quoi. Il y a un moment qui est réservé à la séparation pour que tout le monde déjà s'éloigne les uns des autres et retrouve cette configuration à plat ventre pour pouvoir tirer le petit extracteur qui va ouvrir la voile principale. Donc c'est là-dessus. On tire cette poignée. Il y a un petit parachute rond qui va venir tirer cette petite aiguille. Vous pouvez déceler si un mec dans la rue c'est un parachutiste parce que souvent il l'a sur un bracelet, il l'a sur un collier, c'est le petit type, ah, parachutiste. Donc voilà, ça va tirer la voile principale et si jamais il y avait un petit souci, ce qui est extrêmement rare, mais bien sûr il faut le prévoir, 2 autres poignées. La première ici qui va libérer la voile principale et la deuxième qui va déclencher la voile de secours. C'est cool, hein? Alors c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après, c'est-à-dire que le moment où on devient parachutiste, on dit que c'est une nouvelle naissance dans notre milieu. C'est comme si on avait 2 dates de naissance, celle qui est physique et puis celle qui est spirituelle, on va dire, quand on apprend à sauter seul. Parce qu'effectivement, comme on a passé tout cet apprentissage là, un peu dans le dur, où il faut lutter contre ses peurs et y aller quand même, ça nous transforme et ça fait qu'on ose plus de choses dans la vie. C'est en fait une espèce de bulle de courage à laquelle on peut se raccrocher à chaque fois qu'on est face à quelque chose de difficile. On se dit, j'ai quand même réussi à sauter en parachute, je vais bien réussir à passer ce truc-là, quoi. Et le truc rigolo, je me souviens quand j'ai appris à sauter seule, je suis sortie de la salle où on nous avait montré une vidéo et avec tous les problèmes qui pouvaient arriver sous voile et justement pour nous expliquer les procédures de secours avec la poignée pour libérer et la poignée pour envoyer le secours. Et j'étais là, mais mon Dieu, en fait, je ne sais pas si j'ai le courage d'aller sauter. Et là, dans la drop zone, il y a une sextagénaire qui s'appelait Renée, qui venait sauter tous les week-ends, qui arrivait avec une grande banane. Alors elle, je voyais vraiment qu'elle était super détendue. Et elle m'a donné du courage sans le savoir. Je me suis dit, ok, si une sextagénaire saute en parachute et elle n'a vraiment pas l'air préoccupée, je peux le faire, quoi. Ça m'a donné plein de courage. Ouais, c'est vraiment un super sport. Moi, je peux que être plus que d'accord. C'est une communauté, le parachutisme, qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que voilà, dans toute cette phase de progression où il faut comprendre le matériel, apprendre à faire confiance au matériel, et on se rend compte aussi qu'on est petit à petit amené à maîtriser des postures de vol ou justement la séparation, l'améliorer, le pilotage sous voile. On est sans arrêt en train de s'améliorer, de demander des conseils, d'en recevoir même des fois sans même les demander. Et en fait, il se crée une bienveillance. On la reçoit d'abord au début beaucoup et après on se met aussi à la donner. Parce qu'en fait, ce matériel-là, qu'on commence à maîtriser, ou ses positions dans l'avion, ou ses circuits sous voile, ou sa façon de se poser, finalement, on s'aperçoit que cette observation, elle va devenir, elle va s'ouvrir et on va se mettre à porter attention à tout l'environnement du parachutisme. On se met à regarder comment les autres s'équipent aussi, les plus jeunes. Est-ce qu'ils ont bien passé la sangle au bon endroit? Est-ce qu'ils ont bien pensé à prendre leur altimètre? Est-ce qu'ils ont bien attaché leur casque? En fait, ça devient contagieux, en fait, cette bienveillance et cette envie de s'assurer que tout va bien, parce que c'est pour la sécurité du groupe en général. C'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant de rentrer dans cette communauté parachutiste, parce qu'en fait, on a tous vécu les mêmes choses. On a pris sur soi pour dire, ouais, c'est pas naturel de sauter d'un avion, on va faire confiance, on va s'entraîner, quitte à répéter encore plus au sol pour éliminer cette peur qu'on pourrait avoir à l'avion. Parce que l'avion, il trace, donc il ne faut pas mettre 8 jours à la porte, il faut sauter. Et petit à petit, voilà, une fois qu'on a compris toutes ces règles-là, on fait partie de cette grande famille. Et si on a la chance un jour d'aller en voyage ou pour travailler ou pour un visa étudiant ou quoi que ce soit, je ne sais pas, moi aux US, en Amérique du Sud, en Australie, enfin n'importe où, ça vaut vraiment le coup d'aller voir justement les amis parachutistes, parce que c'est pas des gens de votre pays, c'est pas des gens de la même culture, et pourtant c'est déjà des frères et des sœurs. C'est eux qui vont vous ouvrir toutes les portes tout de suite, qui vont vous dire si tu as besoin d'une voiture, d'un hôtel, de quoi que ce soit. Enfin, c'est une communauté qui est incroyable. Comment on a fait pour devenir champion du monde? Alors, très très long, et quand on se lance, quand on a des rêves, de dire c'est peut-être accessible,
ça peut aussi ne jamais arriver. Il faut en avoir conscience. C'est tous les 2 ans, nous, les championnats du monde. On ne sait jamais trop qui se prépare parce que les gens, sans dire qu'ils se cachent, ils sont quand même, voilà, ils travaillent un peu dans leur coin pour être sûr justement de développer des techniques et de développer leur style. Donc on ne sait jamais trop en avance qui va se présenter, quel sera le vrai niveau technique. Est-ce qu'on va se retrouver potentiellement sur le podium, ou alors est-ce qu'on va arriver, parce que ça arrive aussi, on arrive sur une Coupe du Monde, un championnat du monde, et on se dit, wow, si on fait 6e ou 7e, déjà c'est bien. On ne sait jamais le niveau qu'il va y avoir. Donc, à ce titre-là, on ne peut jamais se vanter de dire, ouais, on peut gagner. Mais voilà, l'important, c'est au bout d'un moment de se dire, on crée une équipe, on crée notre style, on a envie, et par contre, on va être meilleur à chaque compétition. Et quand on lâche jamais, donc nous, ça nous a pris par exemple 10 ans, ça peut en prendre que 5, ça peut en prendre 15, mais si vous lâchez jamais, a priori, un jour, vous deviendrez champion du monde. Moi, je rajouterais juste qu'on s'est mis à la compétition pour éviter que Greg ait des regrets, parce que c'était venu d'une discussion où il me disait, quand on avait 27 ans, ouais, j'ai des regrets, j'aurais voulu faire du parachutisme. Tu m'as demandé si j'en avais. Oui. Au début, j'ai dit non. J'ai dit bah non, j'essaie de vivre une vie sans regret. Parce que je voulais faire de la moto, de la plongée, je m'étais débrouillé pour économiser, pour faire ces formations. Mais quand même, on me l'avait jamais fait, ça, de me demander ça. Et on vivait ensemble depuis pas très longtemps. Donc quand c'est ta chérie qui te demande ça, c'est pas le même impact si c'est un pote ou quoi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, j'en avais un. Ouais. Et en fait, comme on avait 27 ans, je dis, mais attends, avoir un regret à 27 ans, c'est nul, quoi. Donc viens, on monte une équipe et puis on verra bien ce que ça donne. Donc c'était vraiment parti là-dessus. C'était vraiment juste pour pas qu'il ait de regrets et pour dire, on y va. Parce qu'on n'a pas dit le regret, du coup. Mon regret, c'était de ne pas avoir fait de compétition en parachutisme. Parce que j'en avais fait en karaté, j'en avais fait en natation, dans plein de domaines. Et dans le parachutisme, on avait des leaders incroyables. On a souvent été dans l'élite mondiale, les Français. On a un truc en plus, je pense qu'on est plus exigeant. Enfin, en tout cas, on arrive souvent à se débrouiller pour être sur les podiums. Et du coup, nous, on avait des sources d'inspiration incroyables. On avait Fred et Vince, qui étaient déjà des idoles pour nous. Et donc, sans avoir aucune prétention d'atteindre leur niveau, je me disais, tiens, c'est cool ce qu'ils font dans ce cadre justement de la compétition, parce que c'est pas juste faire des sauts le week-end, c'est déjà extraordinaire, hein, de s'amuser avec les copains à faire des tours en 3D, mais de proposer de créer une routine ou une expression libre, il y a plusieurs appellations pour ça, donc créer son saut qui du lâcher de la porte à l'avion jusqu'à la sortie de l'écran, c'est un show entier. Et ben, j'avais envie de le faire, mais j'avais pas les outils pour le faire, et c'était un regret, effectivement. Bref. Tout ça pour dire que finalement, on a fait une équipe et qu'à la base, c'était pas pour dire on va devenir champion du monde, c'était vraiment pour dire on fait de la compète, comme ça, pas de regret. Et puis finalement, en fait, on s'est pris au jeu, on a vu qu'il y avait quand même un potentiel assez sympa, et puis on a continué, quoi. Et on est arrivé, et il y a un moment, effectivement, où tu te dis, ok, mais là, en fait, finalement, peut-être qu'on pourrait oser rêver de devenir champion du monde. Ouais. Et après, quand tu as commencé à mettre ça dans ton cerveau, il faut que tu y arrives. Donc, c'est le premier, je pense. Après, c'était parti pour, quoi. Tu me diras si c'est ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop dit, mais moi je pense que c'est le premier titre champion de France qui te fait entrevoir. Ah non. Non, c'était pas ça. Moi, c'est la première fois où on a réussi enfin à aller faire une Coupe du Monde déjà, qu'on a gagnée en 2012. Mais surtout quand on a fait notre premier championnat du monde et je pensais qu'on allait être, je sais pas, mais pas forcément sur le podium. Et que j'ai vu qu'en fait, on était vraiment à très très peu d'arriver deuxième. On a fini troisième, malheureusement, mais on était sur le podium et clairement, ouais, les places n'étaient pas si loin devant nous, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, on peut taper premier, c'est possible. Donc on y va. Il se trouve que début d'année 2024, je comprends qu'a priori, dans cette année-là, va arriver mon 10 millième saut. Et du coup, j'ai envie de faire un truc un peu spécial pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à 10 000 sauts dans sa carrière, évidemment. Je pense avoir été compétiteur ou un très très bon moniteur pour arriver à atteindre ce nombre. Et je commence à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu spécial, en tout cas pour mon 10 millième, et en plus, qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu médiatique, parce qu'on est sans arrêt à la recherche d'une excuse pour justement pousser notre sport à être plus vu dans les médias, parce qu'il est dur à partager ce sport. Et je réfléchis, et à un moment donné, je pense à un ami qu'on a en commun, Omar Aledjelan, qui était un des premiers champions du monde à l'époque en freestyle,
Alors nous c'est du free fly, c'est 2 personnes à l'écran, mais il existe une discipline où il y a une seule personne à l'écran et c'est le freestyle. Donc lui était champion du monde de ça et je sais qu'il allait de temps en temps justement dans la chaîne de l'Himalaya au Népal pour sauter face à l'Everest. Du coup je me dis tiens ça, ouais, ça serait vraiment exceptionnel, je sais que c'est très compliqué, mais ça serait fou. Donc je l'appelle, c'était en février, et je lui propose le projet, est-ce que tu m'aiderais à accomplir ce saut-là? Et il a dit oui absolument tout de suite, ce qui était formidable. Alors bien sûr après c'était sans compter toutes les difficultés qu'il allait falloir traverser, mais du coup voilà, jusqu'à la dernière seconde en tout cas on a pensé ne pas y arriver parce que on était dépendant absolument de tout. Il a fallu trouver un matériel différent. Il fallait évidemment toute la logistique pour avoir des Sherpas, amener l'oxygène, trouver l'hélicoptère, pouvoir préparer l'hélicoptère. Donc en gros enlever tous les sièges de l'hélicoptère, installer le système d'oxygène. On était dépendant de la météo parce que déjà il faut qu'il fasse beau. Mais même quand il fait beau, il y a une fenêtre par jour qui est très courte. On n'a que 2 ou 3 heures par jour, même quand il fait beau, pour pouvoir sauter. Et pour que la difficulté soit à son comble, on était aussi dépendant des autorisations, des permissions du gouvernement népalais. Donc voilà, on devait sauter le 12, au final on a sauté le 15. Pendant cette période de temps, ce qui nous manquait, c'était que de l'administratif. Donc c'est pour ça que je dis que jusqu'au bout, on n'était pas sûr d'y arriver. Mais voilà, le 15 novembre, cadeau de l'univers, j'ai pu ouvrir la porte de l'hélicoptère face à l'Everest. On est monté à 7000 mètres, on ne pouvait pas monter plus haut parce que en fait, l'hélicoptère ne pouvait pas monter plus haut, on était à fond. Les pales elles commençaient à claquer tellement qu'il n'y a plus d'air. Et voilà, on a sauté face à l'Everest pour mon 10 millième et mon 10 001e saut. Ils m'ont offert un saut en plus, donc c'était vraiment cool. Et ce qui est fou, c'est que donc d'habitude, nous, on monte à 4000 mètres, on a 3000 mètres de chute libre, on ouvre notre voile à 1000 mètres. Et là, en fait, on décollait depuis 4000 mètres. Donc, on avait fait quelques jours de marche avant et d'acclimatation pour l'altitude. Et c'est vrai que décoller de l'altitude à laquelle on saute normalement, c'est quand même assez spécial. Donc, on avait un masque à oxygène tout le long avec nous. Et donc, c'est tout un système. Hein. C'est un peu comme... faut s'habituer, un peu comme en plongée quand on a le détendeur. Ben là aussi, il faut s'habituer parce que la respiration est moins fluide. Et donc, on est dans l'hélicoptère avec ce masque à oxygène. On se dit, OK, il faut que tout marche bien parce que ça rajoute un petit risque supplémentaire. Si jamais le débit n'est pas assez fort et qu'on part en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène, ben on aura du mal à réfléchir, à prendre des bonnes décisions ou peut-être à se poser correctement. Donc, ça rajoute un peu de stress. Et puis, comme tu dis, on entendait les pales de l'hélico au bout d'un moment qui avaient du mal à soutenir l'appareil, quoi. Donc, c'est spécial, hein. C'est une ambiance... Là, il y avait un petit peu de guillis dans le ventre qui revenait, par exemple. On sait qu'on n'est pas censé être là, et puis il faut s'habituer à tout. Ce matériel-là, du coup, il empêche aussi la tête de bouger librement, parce que du coup, il y a tout un système qui est relié. On a une bouteille de chaque côté, une d'oxygène, et puis un filtre de l'autre côté, donc on ne peut pas trop bouger. Le parachute est beaucoup plus gros que d'habitude, parce que la voile est beaucoup plus grande, parce qu'on va l'ouvrir très très haut, et on va se poser très très haut. Donc du début à la fin, c'est des paramètres qu'on ne connaît pas. On avait pourtant fait 2 halo jump dans notre vie, mais c'était le minimum, je pense d'ailleurs, d'expérience pour pouvoir pas être trop dans le stress. Mais c'était pas un saut anodin. Ouais. C'est ce qui donne aussi la valeur. Enfin, c'est ce qui fait que ça en fait un souvenir vraiment vraiment fou, quoi. Et donc le halo jump, pour l'explication, mais je pense que tous les militaires connaissent, et puis ceux qui sont intéressés un peu au para ont déjà entendu ce terme, c'est High Altitude Low Opening. Il y a aussi le HAHO, High Altitude High Opening. En fait, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'il y a emploi d'oxygène depuis le sol. Parce que nous, pour les records du monde, on a l'oxygène à bord, mais on ne saute pas avec. Donc le prochain qu'on prépare là à Chicago, pour août, on sera 200 personnes, il y aura 10 avions, une flotte de 10 avions, on aura tous l'oxygène à bord. Avec des tuyaux. Avec des tuyaux, voilà. On est obligé de s'oxygéner, on monte à 6000 mètres. Par contre, quand c'est le moment de sauter, on n'est pas obligé de l'emporter. On part en chute libre, il n'y a pas de problème. Là, on met tellement de temps pour monter en altitude, avec le cas de l'hélico, où on est déjà tellement haut, et on va rester tellement longtemps, où on va ouvrir le parachute tellement haut, que là, par contre, il faut que l'oxygène soit tout le temps embarqué, et on utilise du coup ce terme. Il s'est passé un phénomène qui est tout à fait naturel, mais que nous, on n'avait vraiment clairement pas l'habitude. Alors,
nous, on a l'habitude d'avoir de l'air assez fort dès qu'on saute, soit de l'hélicoptère, soit de l'avion, parce qu'au final, l'hélicoptère, de temps en temps, on a la chance qu'il fasse du vol stationnaire et qu'on puisse sauter avec rien. C'est ce qu'on peut faire quand on fait des petits hélicos au-dessus d'une plage, ça c'est vraiment le cadeau, c'est génial. Mais si c'est des hélicos largueurs, on ne peut pas se permettre de larguer des gens les uns par-dessus les autres, donc il faut quand même qu'il avance. Bref, au final, quand on est dans un aéronef largueur, on a de l'air dès qu'on sort. Donc souvent, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une chute, vraiment une chute quand on saute en parachute. En fait, non. C'est comme quand on rentre dans une soufflerie, il y a tout de suite de l'air qui nous porte. Quand on saute d'un avion, c'est pareil. Il y a tout de suite 150 km/h qu'on se prend en plein visage et on passe de 150 à 200. Donc en fait, c'est une accélération relativement cool. Là, par contre, dans le cas du saut face à l'Everest, il fallait que ça soit du vol stationnaire. Donc on partait dans ce mode un petit peu base jump ou voilà, saut d'une tour. Donc là, il n'y a rien. Donc quand on part, il n'y a pas d'air du tout. Les gens aiment bien faire ce genre de saut, les parachutistes expérimentés, parce que justement, il y a ce phénomène qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas trop l'habitude. Et au bout de 7 secondes, 8 secondes, ça y est, on a les repères qu'on a d'habitude. Et bien en fait, quand on a sauté face à l'Everest, c'est comme si on était resté pendant tout le saut dans cette 6e, 7e seconde. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à ce moment où on a les appuis qu'on connaît par cœur. C'était toujours un peu mou. Donc comme si on était en phase d'accélération, alors que visuellement, on allait beaucoup plus vite que d'habitude. Et je pense qu'au lieu d'être à 250 km/h, on était à 300, 350, parce que clairement, par rapport au sol, on tombait comme des pierres, quoi. Donc on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans un cadre habituel, quoi. Là, on est en chute libre de 7000 pour ouvrir à 5000. On est des missiles. En fait, plus tu montes en altitude, moins l'air est porteur, il y a moins de densité. Et du coup, nous, on le sent sur nos appuis, sur le coussin d'air, justement. Parce que quand on saute en parachute, on ne saute pas dans le vide, on est toujours justement dans cette vitesse de vent qui nous fait un coussin vraiment palpable, même s'il n'est pas visible. Et là, c'était vraiment, il n'est pas là, quoi. Donc c'était à expérimenter, c'était waouh, ça rajoute, tu as bien fait de poser la question, ça rajoute aussi des souvenirs exceptionnels, quoi. Et juste pour finir, pour ceux qui se posent encore des questions sur ce genre de phénomène, par exemple le saut de Baumgartner ou de Monsieur Eustache, là, les sauts à 40 000 mètres, ils ont passé Mach 1 les mecs. Donc il y avait vraiment, quand on monte très trop, il y a même tellement plus d'air qu'il n'y a même plus de quoi voler, on fait que tomber et on va très 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 vite. Et c'est pour ça qu'il était parti, Félix Baumgartner, il a eu une autorotation et qu'il ne pouvait pas l'arrêter parce qu'en fait, il n'y a pas d'appui, quoi. Sauter en couple, l'avantage c'est que du coup, petit à petit, on se connaît tellement par cœur qu'au point de vue communication, on gagne un temps extraordinaire. Alors, la plongée, ils ont un petit peu le même problème que nous. Dès qu'on est dans un environnement où on ne peut pas forcément facilement se parler, à cause du masque sous l'eau ou en soufflerie ou dans le ciel, évidemment, on va prévoir des signes. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps, là, sur un saut, on a 45-50 secondes. Même si on a prévu des signes, des fois, on a vite fait de perdre vraiment du temps. Et quand on est en couple et qu'on se connaît par cœur, on va plus loin dans la compréhension de ce que veut l'autre. Et je trouve que c'est un plus, quoi. Ouais, on arrive à anticiper un peu ce que pense l'autre. Et des fois, juste un regard, parce que même s'il y a de la distance, il y a quand même une communication par le regard. Et on arrive à comprendre, pas tout le temps, mais, mais la plupart du temps, c'est pas mal. Quand elle ouvre les yeux comme ça, là, je sais que c'est pas bon pour moi, là. Dans un univers où tout est possible, j'aimerais bien emmener Nikola Tesla sauter en parachute. Alors ? Waouh. Tu l'avais prévu, celle-ci ? Elle est pas mal, elle est pas mal. Vas-y, tu veux qui, toi ? Alors moi, je pense honnêtement que ça va arriver. Je croise tous les doigts, mais c'est très bien parti. Moi, j'aimerais bien sauter simplement avec Tom Cruise, en toute simplicité. Non, mais parce que voilà, on l'estime énormément. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre sport. Il a voulu faire toutes ces scènes lui-même de parachutisme et en faisant en sorte de ne pas intégrer d'effets spéciaux. Donc du coup, elles sont de fait d'un réalisme incroyable. Nous, on est bien placé pour analyser forcément toutes les scènes de parachutisme qui apparaissent dans les films. Et lui, effectivement, toutes ces scènes, elles sont magnifiques parce qu'il a pris le soin de les faire lui-même, de les tourner lui-même. Enfin, c'est incroyable. Donc j'ai hâte de faire ça, de faire un saut avec Tom. Alors dans les sauts vraiment fous qu'on a eu la chance de vivre, c'était le saut qu'on a fait en Arizona. Ce record du monde à 42, c'était une première historique. Et on a sauté justement avec un gros système de pyrotechnie au pied. Gros, hein, on avait 3 tubes chacun.
Et ce qui faisait qu'on avait des gerbes de 250 mètres de feu derrière nous. Et de loin, du coup, on ressemblait à une météorite. Et on s'en est rendu compte qu'après, parce qu'on a commencé à avoir des vidéos de gens qui postaient. Alors, ceux qui vivaient à côté de la drop zone, ils se sont bien imaginés que c'était des parachutistes, parce qu'il y a une activité de nuit déjà par l'armée régulière là-bas. Mais par contre, ceux qui habitaient à 15-20 km du centre de parachutisme, eux, ils voyaient juste un météorite qui tombait toutes les heures pendant 2 soirs d'affilée. Ils comprenaient rien, donc ils ont appelé les pompiers, la police, tout. Enfin, c'était drôle. Donc on s'est transformé en météorite pendant l'espace de 2 nuits. C'était impressionnant. C'est vrai que moi j'étais la dernière à partir de l'avion et j'étais collée du coup à la bouteille d'oxygène qui est accrochée derrière le pilote. Et là tu dis, faut pas qu'il y ait un système qui sorte prématurément, quoi, parce que du feu et de l'oxygène ça fait pas bon ménage. C'est pas bien. Pas faire et typiquement aussi dans ce genre de saut, tu retrouves un peu de ok, faut rester bien concentré, quoi. Et c'était incroyable parce que du coup donc j'étais la dernière à sortir à courir de l'avion. Et du coup, le temps que je rejoigne tout le monde, toutes les lumières étaient déjà éclairées. Et je descendais en fait du haut de la colonne de lumière. Je descendais pour avoir tout ce concentré là de lumière et de vêtements LED. Enfin, c'était juste dingue, quoi. On avait vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'était fou. Dans les sauts extraordinaires qu'on aimerait faire, il y en a. C'est pas dans un endroit super exotique, mais en fait, c'est une valeur incroyable quand on est amoureux de la France et qu'on est patriote. Ça serait de sauter au-dessus de Paris. C'est super difficile à faire. C'est complètement interdit, mais ça serait un saut extraordinaire. Ça, j'aimerais bien. Ouais, c'est pas mal. Et toi? Moi, j'ai trop d'idées. Alors, c'est hyper dur d'en dire qu'un. Mais là, je sais pas comment. On a parlé un peu d'espace et tout. Je me dis, c'est vrai que si on arrivait à sauter avec une aurore boréale, ce serait peut-être fou, quoi. Tu vois, encore de nuit avec ces lumières-là. Cercle arctique un peu. Ouais, genre vraiment, ça te projeterait comme si t'étais dans l'espace, quoi. Je sais pas. Un truc comme ça. Enfin, j'ai plein d'autres projets, mais je peux pas tout vous dire. On peut prendre la combinaison de Félix Baumgartner avec la pyrotechnie. Comme ça, on part en boule. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, je suis souvent subjuguée par la beauté des paysages qu'on arrive à voir avec ce recul des 4000 mètres. Et du coup, sur notre planète, il y a des endroits absolument magnifiques. On est allé il n'y a pas très longtemps pour une escale en Éthiopie. Et j'ai vu qu'ils avaient un espèce de volcan avec des couleurs de soufre et d'eau, de points d'eau qui étaient bleu marine. Enfin, ça fait des contrastes complètement dingues. Ça doit être juste magnifique à vivre, de sauter par-dessus ça, là, de se poser là-dedans, ça doit être dingue. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a Hawaï, sauter au-dessus d'Hawaï, ça a l'air d'être fou. Enfin, nous, on aime beaucoup sauter au-dessus des archipels et puis des petites îles. On a eu des surprises vraiment incroyables. On a eu la chance de sauter en Polynésie. Et 3 ans après, grâce à des amis, on a pu sauter au-dessus de Los Roques au Venezuela. On ne connaissait pas. Alors, tous les kitesurfers, ils connaissent très bien, mais nous, à ce moment-là, on ne connaissait pas. Et en fait, c'est tout aussi incroyable que la Polynésie. Donc, en fait, il y a, je pense, beaucoup d'autres endroits comme ça qu'on ne connaît pas. Toi, chez les Papous, tu voulais sauter aussi? Ouais, non, mais c'est vrai que en fait, toutes les fois où tu dois te poser dans un endroit un peu exigu, c'est chouette aussi parce que tu as vraiment l'impression d'arriver pour une mission, ou pirate, tu vois. Quand on a sauté en Australie au-dessus d'une petite île où il fallait qu'on se pose sur un petit banc de sable, c'est juste génial. Alors nous, évidemment, on invite tout le monde à essayer la chute libre parce que c'est juste absolument fou pour nous. On en fait depuis très longtemps et on n'est pas prêt d'arrêter. Et je pense que ça se démocratise de plus en plus. Mais pour ceux qui disent « non, moi je peux pas faire, ça me fait trop peur », il n'y a vraiment plus d'excuses aujourd'hui parce qu'on a toutes ces souffleries déjà. Il y en a quasiment une dans chaque grande ville. Donc allez déjà faire de la chute libre indoor. Souvent, vous vous prenez au jeu tout de suite. Mais si jamais ce n'est pas le cas, attendez 6 mois, un an, retournez-y. Parce qu'en fait, ça fait son chemin dans la tête. Et la fois d'après, on se met à pouvoir se déplacer tout seul. On se met finalement à comprendre comment on peut maîtriser son corps justement dans ce flux d'air. Et après, on entrevoit forcément de vivre ça en sautant d'un avion. Et voilà, pour un coucher de soleil, juin, juillet, août, quel que soit l'endroit où vous habitiez en France, c'est magique de pouvoir faire un saut en parachute. Donc voilà, moi je vous conseille à tous d'aller vivre cette expérience de fou. Souvent, quand on dit qu'on fait du saut en parachute, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oh, moi j'y arriverai pas ». Mais en fait, c'est pas une question d'y arriver ou pas, c'est une question de se dire « Allez, j'essaye ». Et juste cette curiosité d'aller voir
ces univers justement où aller sous l'eau aussi, d'essayer un petit peu de sortir juste de sa condition quotidienne, ça vaut vraiment le coup parce que derrière vous allez vous découvrir vous-même et vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez. Nous, ce qu'on a pu observer depuis toutes ces années sur les gens qui viennent vivre un saut en baptême, un baptême de chute libre, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a quand même un comportement différent entre les garçons et les filles. C'est marrant ça. Donc en fait, les garçons, ils prennent sur eux, ils font semblant que tout va bien jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et dès que la porte s'ouvre, on voit le changement de couleur sur le visage, ils font « Waouh, la vache !» Mais ils y vont quand même, et au final, ils sont très contents. Les femmes, c'est différent. En fait, dès qu'elles mettent le harnais au sol, elles ont accepté de faire confiance. Et pendant toute la montée d'avion, elles sont en train de regarder à droite, à gauche, et elles posent plein de questions, et elles ne sont pas impressionnées quand la porte s'ouvre. Donc en fait, c'est pas la même façon d'appréhender le saut en parachute. La confiance, les curseurs sont pas au même endroit, elle se met en place, quoi qu'il arrive, mais pas au même moment. Mais en tout cas, tout le monde se pose en ayant une banane énorme affichée sur le visage. Et c'est aussi ce qu'on conseille à nos amis, c'est que si vraiment vous avez cette appréhension qui persiste, venez 2-3 heures en avance, par rapport à l'horaire qui est prévu de sauter, et regardez les autres faire. Et vous allez voir, il y a tous les âges, il y a tous les genres, et vous allez voir que tout le monde revient avec un grand sourire et hyper content de l'avoir fait, donc au bout d'un moment, vous avez que envie d'y aller vous-même, quoi. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on ressent quand on saute d'un avion et pourquoi il y a des gens qui font ça, je vous conseille de lire un super bouquin qui s'appelle L'horizon des possibles, où je vous emmène avec moi justement à la découverte du premier saut, à la découverte de l'apprentissage solo, les coulisses de la compétition. Je vous emmène même dans des records du monde et dans des endroits les plus beaux où on a pu sauter, comme les pyramides d'Égypte par exemple.